Salut à tous. Aujourd'hui, je vais lancer cette chaîne YouTube en parlant de la pathologie qui me touche qui s'appelle le SIBO, donc Small Intestine Bacterial Overgrowth, ce qui veut dire pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Il y a 8 ans, j'ai commencé à ballonner tout le temps. C'est-à-dire que quoi que je mange, j'avais des ballonnements, des gaz, enfin des désagréments et une constipation qui devenait de plus en plus grave. Au début, je mettais 20 minutes pour les toilettes, puis c'est passé d'une demi-heure à une heure et demie à attendre sur les toilettes et rien ne se passe. Donc voilà, à part avoir des gaz, ce qui est totalement glamour. Ça s'est passé il y a 8 ans, après une très longue prise d'antibiotiques contre les cystites. Donc tous ces antibiotiques sont très très mauvais pour la flore bactérienne, donc le microbiote, parce qu'on a tous des bactéries à l'intérieur. Des bactéries qui ne sont pas mauvaises, des bactéries qui peuvent être justement très bénéfiques. Les bactéries, ça crée des vitamines et des nutriments dont on a besoin. Et ça aide à digérer certains types d'aliments, de nutriments qu'on ne peut pas digérer tout seul, comme les fibres. Donc en fait, après cette prise d'antibiotiques, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a fait le ménage et j'ai commencé à avoir vraiment des désagréments pour aller à la selle. Et surtout, je ballonnais tout le temps, ce qui est extrêmement désagréable, socialement ultra dérangeant. Donc voilà, il m'est arrivé ça, et puis j'ai eu le parcours classique où j'ai été voir un premier gastro, un deuxième gastro, on m'a fait une coloscopie, on m'a fait une fibroscopie, on m'a fait tous les examens possibles et imaginables de la médecine allopathique traditionnelle. Et il s'est avéré que vu que je n'avais pas de maladie organique, c'est-à-dire que vu que je n'avais pas de maladie de Crohn visible ou que je n'avais pas de cancer ou quelque chose comme ça, on m'a collé le tampon colopathie fonctionnelle paf comme ça sur la tête, ou syndrome de l'intestin irritable. 15% de la population aujourd'hui sont touchés par ce syndrome, et pour moi ce syndrome c'est un énorme foutage de gueule de la part de la médecine en Occident, c'est-à-dire que c'est le grand fourre-tout de toutes les toutes les problématiques digestives qu'on ne sait pas régler. Donc dès que ce n'est pas organique, dès qu'on ne peut pas voir ce qui se passe, voir où est le problème à travers une coloscopie, on nous colle directement ça sur la gueule sans même vraiment chercher s'il y a d'autres problèmes, comme une dysbiose bactérienne, comme la présence de verre, par exemple. Enfin bref, au lieu de faire des recherches un peu plus poussées, on nous colle ça sur la gueule et puis c'est un peu démerdez-vous. Et puis surtout, on nous fait croire que ce n'est pas très grave vu que effectivement, quand on a une dysbiose des intestins, on ne va pas en mourir à court terme. Par contre, à long terme, quand on a une dysbiose des intestins, ça peut être dangereux parce que en fait, les intestins, comme on en entend beaucoup parler en ce moment, en fait, font le lien avec tout le reste du corps. C'est quand même la première entrée de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, si on produit beaucoup de toxines, ces toxines passent à travers l'intestin grêle, pénètrent dans le sang, puis remontent à la tête, ce qui crée des maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, qui crée aussi des maladies psy, par exemple la schizophrénie, la dépression, etc. Donc en fait, ne pas traiter son intestin qui est malade est en fait dangereux sur du long terme, mais ça personne ne vous le dira parce que on va pas c'est pas une pathologie intéressante vu que c'est pas une pathologie urgente. Donc voilà. Enfin, moi, quand j'ai eu ce problème, donc pendant des années, j'ai été voir millions de médecins, patati patataire, et puis ils m'ont donné, des conneries, des météospasmils, du charbon végétal, parce que le charbon, c'est ce mythe comme quoi ça absorbe les gaz, lorsque en fait ça ne les absorbe pas, ça ne fait que les casser en petites bulles, ce qui fait que tu as l'impression d'avoir moins de gaz, ce qui n'est pas véritablement la réalité, c'est juste breaker en petites parties, ce qui fait que évidemment t'en souffres un peu moins mais ça ne règle pas le problème. Donc on m'a donné énormément de laxatifs différents, des laxatifs violents qui ont fait que j'étais encore plus mal, c'est-à-dire qu'au lieu j'étais constipée avec de la diarrhée à l'intérieur. Oui, c'est possible, on peut être constipé de façon terminale mais avoir de la diarrhée, ce qui est encore pire que d'être constipé de façon dure. Donc j'ai eu ça, on m'a fait des examens les plus ridicules les uns que les autres, j'ai écrit
un article sur le Huffington Post qui décrit le plus possible avec humour tout ce qui m'est arrivé. Vous pouvez le lire et ça s'appelle Je n'arrive pas à faire caca. Vous tapez ça sur Google, c'est moi qui arrive en premier. Je suis mademoiselle, je n'arrive pas à faire caca. Et puis en fait, voilà, ça a été 6-7 ans de galère, de ballonnement intensif, de constipation intensive. Je ne peux pas aller aux toilettes sans lavement, c'est-à-dire que tous les matins et tous les soirs, je dois faire un lavement, donc je dois m'injecter de l'eau à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte que les choses descendent, sinon je m'auto-infecte. Et là, c'est un véritable handicap, hein. Je veux dire, ne pas faire caca dans la vie, c'est un handicap, c'est un peu comme ne pas avoir... Enfin, c'est peut-être moins grave, entre guillemets, et moins visible que quand on n'a pas une jambe, mais c'est quand même une fonction de son corps qui ne répond plus et qu'on est obligé d'activer, on est obligé d'avoir une béquille, et moi, ma béquille, c'est les lavements. Voilà, jusqu'au point où il y a à peu près 1 an, je me suis dit mais merde, je veux plus écouter tous ces médecins qui savent pas en fait juste de quoi ils parlent et qui minimisent en fait ce qui m'arrive parce qu'on m'a dit tellement de trucs absurdes du genre non mais on te traite pas si tu prends pas des antidépresseurs non mais tu t'es forcément fait violer. Parce que en fait les femmes qui ont ce genre de problème de gaz et de constipation, tu comprends, c'est généralement qu'elles ont vécu un inceste et du coup elles serrent, donc il n'y a rien qui sort, enfin vraiment des discussions de PMU, c'est vraiment pour moi c'est de la maltraitance vis-à-vis des femmes qui ont ce genre de problème, on les prend pas au sérieux et on leur sort des études à 2 balles pour faire croire qu'il y a eu un choc psychologique qui a fait que... Et tout ce baratin psychologique autour de ce type de maladie chronique, moi, a fini par me rendre folle, parce qu'à un moment, il faut être logique. Quand on crée des gaz, c'est une réaction chimique, hein, c'est pas wouhou, c'est pas un truc d'illuminé. Et il y a un moment, je ne peux pas me créer autant de gaz toute seule. Enfin, c'est genre juste pas possible. Mon cerveau ne peut pas faire ça tout seul. Il y a une réaction chimique qui est un aliment qui arrive, une bactérie, paf, réaction. Ou un aliment, un champignon, paf, réaction. Un aliment, un verre qui produit des toxines, paf, réaction. Donc moi c'est comme ça que j'ai commencé à penser et j'ai arrêté d'écouter tout le discours de la médecine allopathique à ce sujet. Et puis en fait j'avais entendu parler de la pullulation bactérienne. J'ai entendu parler de la pullulation bactérienne en surfant sur des sites anglais, américains, etc. La pullulation bactérienne, c'est quand on a un trop plein de bactéries dans l'intestin grêle. Alors on a tous des bactéries, c'est normal d'avoir des bactéries. On a à peu près 2 kilos de bactéries dans son corps. Si tu enlevais toutes des bactéries, tu aurais 2 kilos de moins. Le seul truc, c'est que c'est normal d'avoir plein de bactéries dans le côlon. Le côlon, c'est comme une fosse septique où en fait, tu as plein de bactéries qui vont manger les fibres et tout que tu n'as pas digéré. Sauf que ces bactéries-là, elles n'ont rien à foutre dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est là où passent les aliments dans le sang. Et cet endroit-là, il faut qu'il soit relativement sain et pas avec trop de bactéries. Sinon, ces bactéries mangent avant que toi, tu manges. Et si elles mangent avant que toi, tu manges, quand une bactérie mange, elle produit aussi des vitamines et des toxines. Elle fait un peu des deux. Sauf que le problème, c'est que quand elles mangent avant que toi tu manges, tu es donc mal nourri. Et surtout, elles font des toxines. Donc en fait, tu te retrouves ballonné. Elles font des toxines, elles font donc des gaz. Et ce qui se passe, c'est que à ce niveau-là, lorsque ce serait juste les nutriments qui devraient passer dans ton sang, qu'est-ce qui passe dans ton sang? Passe les toxines avant même que passent les nutriments. Donc tu te retrouves avec un truc en fait qui va pas trop, hein, voilà, tu te retrouves mal. Et quand ces toxines passent dans le sang, il se passe plein de choses. Alors non seulement t'es ballonné parce que tout simplement elles vont créer des gaz et qu'il va falloir les évacuer, hein, et en plus de ça tu peux avoir des migraines, un syndrome de dépression, de mal-être, et patati et patata. Donc moi j'avais entendu parler de ça en lisant ça sur des sites américain, mais personne ne me proposait un diagnostic là-dessus en France et ça semblait une pathologie assez inconnue, les gastro savaient pas trop et tout, bon. J'en avais entendu parler mais j'avais pas trop fouillé de ce côté-là parce que j'étais un peu perdue, je savais pas trop, voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu parler de la transplantation fécale. La transplantation fécale, parce que moi j'ai toujours été persuadée d'avoir une dysbiose des intestins. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que ma flore bactérienne allait mal, mais je ne savais pas si c'était au niveau de l'intestin grêle, du côlon, ou est-ce que ça pouvait être aussi au niveau de l'estomac. Je savais pas trop, je suis pas médecin, donc c'était dur de me
repérer. Mais j'avais entendu parler de la transplantation fécale un peu comme un remède miracle. La transplantation fécale, c'est quand on prend les selles saines d'une personne qui n'a pas de problème d'intestin, qu'on reprend cette selle, et donc on prend cette selle comme si c'était une greffe, comme un greffe d'un bras ou greffe de cœur, ou une greffe quoi, et on prend cette selle et on la mixe dans de l'eau saline, et ensuite ce qu'on fait, c'est que cette selle, on se la réingère par le nez, ou sinon on se la réingère par les fesses, donc on fait un lavement. Et on fait ce lavement avec ces selles pendant à peu près 10 jours d'affilée. Et ce qui se passe, c'est que ces selles qui sont donc remplies de bactéries, parce qu'en fait quand on fait caca, il y a plein de bactéries dans le caca, ces bactéries vont repulluler dans tes intestins. Et donc vont rétablir une flore bactérienne qu'on espère saine. Et pour certaines pathologies, par exemple pour le Clostridium difficile, qui est en fait une bactérie qu'on peut avoir dans le côlon, qui est une bactérie ultra violente, parce que c'est une bactérie qui fait que tu as de la diarrhée, à tel point que des fois tu te dessèches et tu en meurs. Dans ce cas-là, en fait, le fait de réinjecter des bonnes bactéries à travers une transplantation fécale, ça fait que ça combat cette bactérie pathogène qui est le Clostridium difficile, et que des gens, il y a un taux de rémission absolument gigantesque. J'ai lu quelque chose comme 90% de rémission grâce à la transplantation fécale, parce qu'avec des médicaments de labo pharmaceutique, les taux de rémission sont beaucoup plus bas. Donc j'ai entendu parler de la transplantation fécale, je me suis dit waouh, c'est super intéressant pour des gens qui ont des problèmes de dysbiose. Sauf que voilà, aujourd'hui on fait la transplantation fécale que sur les cas de Clostridium difficile, donc cette bactérie mortelle, et on fait aussi il y a des essais cliniques sur les gens qui ont la maladie de Crohn, parce qu'on suspecte la maladie de Crohn d'être une maladie bactérienne, même si les gens sont pas, les médecins sont pas tous d'accord sur la cause, mais ça se dirige un peu vers là. Mais malheureusement on le fait pas sur les gens qui ont juste des dysbioses et qui ont juste ce tampon de merde sur la tête qui est colopathie fonctionnelle, qui veut tout et rien dire, donc on n'est pas dans des cas de on n'est pas considéré tout simplement. Alors moi je me suis dit merde, mais je veux le faire quand même, et il y a plein de sites qui t'indiquent comment le faire toi-même. Par exemple, il y a un site qui s'appelle The Power of Poop, donc le pouvoir du caca, où on t'explique step by step comment le faire, mais j'étais un peu inquiète, je voulais pas faire ça parce que tu vois, c'est quand même un peu dur de jouer avec des bactéries, avec des notions que tu gères pas totalement et tout. Donc je me suis dit que je voulais le faire dans une clinique, et en fait il y a une seule clinique en Angleterre qui le fait, qui s'appelle la Taymon Clinic, et qui prend des gens qui ont des pathologies X ou Y, qui ont envie de faire cette transplantation fécale. Manque de peau, ça coûte 10 000 balles, parce qu'évidemment c'est un business, c'est le business des gens qui sont désespérés. Et ce que je me suis dit, c'est bon, je vais les appeler et tout, je vais prendre quand même un rendez-vous, on va voir ce qu'ils pensent de mon cas quoi. Donc je les appelle et tout, et ils me disent très honnêtement, ils me disent bon, on peut vous prendre, mais ça sert à rien de vous prendre si vous avez peut-être 2 pathologies différentes. Il faut vérifier que vous n'avez pas de verre. Il faut vérifier que vous n'avez pas de pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Parce que dans ces 2 cas-là, si la pullulation se fait au niveau de l'intestin grêle, donc assez haut, ou si ça se fait à travers, ou si le problème vient d'un verre, la transplantation fécale n'aura aucun incident et vous reviendrez au même point. Donc vérifiez ça avant. Alors, ça a connecté avec ce dont j'avais entendu parler avant, le SIBO, le Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc la pullulation de l'intestin grêle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à diriger mes recherches toute seule. J'ai acheté 15 livres. J'ai commencé à aller sur plein de blogs. Je me suis inscrite dans plein de groupes de malades différents, des groupes américains, parce que les Américains, en fait, qui n'ont pas le même système de sécurité sociale que nous en France, sont beaucoup plus pointus sur leur maladie. C'est-à-dire que nous, ici, on a un système où tu vas chez le médecin, il te donne un médicament, tu te poses pas la question, tu te demandes pas comment ça fonctionne, tu te demandes que dalle, de toute façon c'est gratos, donc qu'importe. Tandis que les Américains, vu que leur système de sécurité sociale n'existe pas et qu'ils doivent tout payer à peu près de leur poche, ils deviennent beaucoup plus experts dans leurs problèmes. Et donc, sur les forums, etc., les gens sont beaucoup plus informés et beaucoup plus, bien meilleurs pour aider à guider d'autres malades. Donc, on a affaire à des communautés de patients experts.
Et donc, je me suis inscrite à tous ces groupes, etc. Et j'ai commencé vraiment, quand j'ai lu les symptômes et tout, je me suis dit, mais vraiment, ce que j'ai, ces ballonnements incessants, ces gaz, cette constipation, ça ressemble beaucoup à une pullulation bactérienne, soit au méthane, soit à l'hydrogène. Bon. Et il y avait une technique pour tout simplement tester si j'ai été touchée par cette pathologie, qui est en fait le fait de souffler dans une machine qui s'appelle Gas Detect. Tu souffles à jeun dans cette machine et cette machine va analyser tous les gaz que tu produis. Moi, je produisais, en fait, on produit tous des gaz, hein, c'est normal de produire des gaz. Sauf qu'on doit en produire à relativement petite échelle. Produire des gaz, normalement, à travers cette machine, à travers Gas Detect, tu ne dois pas dépasser 14 à 15. C'est le chiffre qui doit s'indiquer. Moi, j'étais à 135 de pullulation bactérienne, donc je produisais vraiment plus de gaz que la normale, avec une dominante à l'hydrogène. Parce qu'on peut avoir des gaz au méthylacétate, hydrogène, méthane, etc. Et en fait, il faut vraiment se dire que notre corps produit à longueur de temps des gaz et aussi des huiles. Et qu'un jour, en fait, on pourra sans doute mesurer nos maladies en nous mettant dans une machine qui mesure nos gaz et nos huiles de corps. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a certains animaux qui détectent les maladies que nous ne détectons pas à travers l'odorat. Ils peuvent sentir les huiles et les gaz. Par exemple, certains chiens peuvent détecter un cancer, certaines souris et rats peuvent détecter d'autres maladies, tout ça parce qu'en fait on émet des trucs que nous on n'est pas capable de mesurer avec notre odorat et avec aujourd'hui les outils qui existent. Mais bon, toujours est-il que ce truc, ce Gas Detect qui aide à recenser les gaz, a prouvé que j'avais une pullulation bactérienne de l'intestin grêle, parce qu'on m'a fait en fait, quand tu arrives à jeun, on te fait t'arrives à jeun le matin, et puis en fait on te donne du lactulose, qui est un sucre qui n'est pas digéré dans l'intestin grêle, donc on te le donne, et quand ça passe dans l'intestin grêle, en fait, ce lactulose, il n'est pas censé, si tu n'as pas plein de bactéries dans l'intestin grêle, ce lactulose n'est pas censé te faire ballonner. Il est censé passer, tu vois, genre, voilà. Il n'est pas censé se passer grand-chose. Sauf que quand tu as une pullulation de l'intestin grêle, et en fait, ça crée énormément de gaz. Et donc, 2 heures après, tu refais le test et tu ressouffles dans la machine. Donc après, tu as un avant lactulose et un après lactulose. Et quand tu ballonnes énormément après le lactulose et que la machine mesure plein de gaz, tu peux dire que tu es diagnostiqué avec un SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, ou pullulation bactérienne. Donc j'ai su que j'avais la pullulation bactérienne et que donc ça ne servait absolument à rien pour l'instant d'aller faire cette transplantation fécale. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc je me suis dit, mais comment on règle ce problème de pullulation bactérienne? Et ça, je vais y venir. Mais avant ça, j'ai aussi fait tous les tests pour voir si j'avais des bactéries pathogènes ou si j'avais aussi des vers dans mes selles. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une coproculture. Une coproculture, c'est quand on regarde s'il y a des œufs dans tes selles ou des vers. Bon, il s'est avéré que j'avais rien, même si j'ai toujours un énorme doute parce que j'ai souvent des vers que je vois visiblement dans mes selles, sauf que quand je les amène chez le médecin, au labo, on me dit que c'est rien, sauf que ça ressemble vraiment à des vers et que c'est vraiment dégueulasse, et qu'en plus de ça, je l'ai déjà vu bouger, mais tout le monde me prend pour une folle dingue. Sauf que sur internet j'ai découvert qu'il y avait une communauté de gens qui ont exactement le problème et qui ont aussi le SIBO, donc en fait c'est souvent en corrélation et c'est ce qu'on appelle les rope worms. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas s'il s'agit de vers, si on s'agit de champignons, s'il s'agit d'un biofilm. Un biofilm, c'est quand il y a plein de bactéries qui se scindent ensemble et qui en fait créent une sorte de filament, parce que plus les autres bactéries se mettent ensemble, plus elles sont indestructibles à travers des antibiotiques ou à travers des antibactériens. Bon. Donc voilà, je ne suis pas tout à fait sûre de ne pas avoir de vers. Ceci dit, j'étais sûre d'avoir le SIBO. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché comment le régler, et pour ça j'ai lu énormément de livres de médecins américains qui ont des théories et qui connaissent cette pathologie. Et donc j'ai découvert qu'il fallait déjà que je change d'alimentation. Changer l'alimentation, ça voulait dire faire un truc assez radical. Avant ça, j'avais pas une alimentation très saine, j'ai toujours été un peu... je suis une gourmande, j'adore le sucre, j'aime bien le McDo, voilà. Je mangeais pas ça tout le temps non plus, mais disons que
j'étais pas catégorique sur ce genre de truc. Et puis là, je suis devenue catégorique sur ce genre de truc parce que on m'a dit que pour tout ce qui était, voilà, qu'en fait que les bactéries se nourrissaient particulièrement sur les sucres. Donc sur les sucres, c'est pas seulement le sucre raffiné, c'est aussi les sucres qui sont dans les glucides et les sucres des fruits aussi. Donc l'idée, ça a été de couper féculents et sucre. Ce qui n'a pas été tout à fait évident au début, mais je me suis dédroguée du sucre. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai plus tellement ressenti l'envie. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de fringales en arrêtant les sucres et en remplaçant ça par des bonnes graisses, donc par des huiles, par de l'avocat, par un certain type de noix, etc. Et que finalement, en fait, ça allait plutôt pas mal comme ça. Et que surtout, ça réduisait, mais de façon flagrante, mes ballonnements. Et pendant des années, 8 ans, quoi, on n'a pas été foutu de me dire qu'il fallait peut-être lever la pédale sur le sucre. Parce que, évidemment, les gastros ont tendance à ne pas croire que l'alimentation peut influer sur le tube digestif, ce qui est complètement absurde. Mais bon, bref. Donc, j'ai commencé à faire ça. Puis ensuite, j'ai lu pas mal de livres différents. Alors, des livres de médecins qui sont des gastros avec une approche plus médicale, plus pharmaceutique. Et puis aussi des livres de naturopathes qui, eux, préconisent plutôt de prendre des herbes. Parce que l'idée, c'était vraiment de faire le ménage dans l'intestin grêle, donc de virer toutes ces bactéries qui sont pas censées être là, de dire allez les gars, vous dégagez, c'est pas votre maison ici. Donc la technique, ça a été de prendre tout d'abord un premier antibiotique qu'on m'a donné à l'hôpital parce que j'ai trouvé un médecin finalement ici qui s'y connaissait un peu. Et on m'a donné un médicament, un antibiotique qu'on prend pendant 10 jours qui fait le grand nettoyage de l'intestin grêle. Bon. Le problème, c'est qu'on te le donne 10 jours. Pendant 10 jours, effectivement, ça va beaucoup mieux. Tu ballonnes plus, tu te sens vachement mieux. La constipation est toujours là, mais au moins les ballonnements n'étaient pas là. Et franchement, quand t'as envie de péter après chaque repas, quand t'as plus envie de péter, t'es vachement heureuse. T'es genre juste... ça va bien, quoi. Genre, le truc, il passe. Donc, j'ai pris cette prise d'antibiotiques. Et puis, confortée par tout ce que j'avais lu de médecins américains. Sauf qu'on m'avait aussi prévenu que cette prise d'antibiotiques, elle était efficace, mais pas efficace sur du long terme, parce que le problème, c'est qu'il faut se demander pourquoi ces bactéries pathogènes, elles sont dans l'intestin grêle. Si elles sont dans l'intestin grêle, c'est qu'elles sont remontées du côlon à l'intestin grêle. Bon. Et que si les choses ne descendent plus, ça veut dire qu'en fait, ton intestin, il est statique. Et quand ton intestin, il est statique, c'est un peu comme s'il était mort. Et quand il est mort, et ben les bactéries, ce qu'elles font, c'est qu'elles pullulent. C'est pareil, quand tu mets un animal mort dans la forêt, et ben t'as plein de bactéries qui vont venir le bouffer. Bon, là, c'est un peu le même concept, en fait. Alors, pourquoi, en fait, mon intestin est mort ? C'est parce que mon nerf vagal, le nerf vagal, c'est le nerf qui permet de faire en sorte que les choses descendent. C'est un nerf qui traverse tout ton corps. Et ce nerf vagal, pour moi, il fonctionne plus. Ce qui crée aussi ce qu'on appelle une gastroparésie, c'est ça en fait. C'est quand les choses, ça fait plus le taf, ça descend plus vers le bas. Donc la question, c'est de réussir à régler cette gastroparésie pour pouvoir régler ce problème de pullulation bactérienne. Sinon, elle revient sans arrêt. Le problème de base n'est pas réglé. Donc, cette prise d'antibiotiques a servi un temps, puis n'a plus servi. J'ai continué à faire mon régime, où il y avait quand même une nette amélioration. Et puis, je me suis dit que j'allais tester la méthode naturopathique et donc que j'allais prendre des herbes antimicrobiennes. Donc, j'ai pris plein d'herbes antimicrobiennes, du nîmes, berbérine, huile d'origan, huile de menthe poivrée, Et ça m'a vachement aidé, bien plus que la prise d'antibio. Donc ça, plus cumulé avec le régime, j'ai tout d'un coup... Enfin, j'allais beaucoup mieux. J'ai aussi fait un truc qui s'appelle l'Elemental Diet. C'est quand... en fait, c'est une sorte de potion faite que de nutriments prédigérés, dans le sens où en fait t'as pas besoin d'enzymes digestifs pour digérer ce truc là, parce que quand t'as besoin que tout fonctionne, que ton foie, quand ton pancréas, que tout fonctionne, c'est plus compliqué, tandis que si je prenais juste
formule qui était juste une sorte de potion que je buvais. J'ai bu ça pendant 3 semaines, je n'ai rien mangé d'autre. L'idée c'était que les choses allaient passer mieux dans mon intestin grêle, qu'il n'y aurait pas de résidus, et que donc j'allais être mieux nourrie pendant 3 semaines, et que ça allait donc réduire ma population bactérienne. J'ai fait ça pendant 3 semaines, et puis ensuite j'ai retesté à travers GasDetect, et j'étais descendue de 135, c'était le chiffre d'origine, je suis descendue à 25, donc ma population bactérienne, enfin, c'est carrément réduite. Donc c'était une victoire, une énorme victoire sur mon SIBO. Je me suis dit mais trop génial, j'arrive peut-être au bout du tunnel, même si je continue à avoir quand même un peu de ballonnement et tout, mais surtout la nuit. Mais j'avais réduit, mais en même temps je voyais de plus en plus de vers bizarres qui sortaient de moi, donc j'allais mieux, mais en même temps je soupçonnais d'autres problématiques, enfin c'était pas évident quoi quand même si j'étais en début de victoire. Sauf que le problème, c'est que, comme je vous disais, quand il y a une gastroparésie, les choses reviennent. Et donc, j'ai été mieux pendant 1 mois. Et puis maintenant, je commence à moins aller mieux parce que le problème de cette gastroparésie, c'est qu'il faut prendre des prokinétiques. Les prokinétiques, c'est donc ce qui active ce nerf vagal. Il y a des prokinétiques comme le Resolor que tu peux avoir en pharmacie qui sont extrêmement violents et qui me provoquent des diarrhées horribles et des crises de spasmes que je ne peux pas supporter. Et il y a des prokinétiques naturels comme le gingembre ou comme des potions naturopathiques comme l'Iberogast, etc. Chose que je prends mais qui j'ai l'impression n'active pas plus que ça mon nerf vagal. Donc le problème c'est que j'ai l'impression que je fais un relapse et que je retombe dans la population bactérienne lorsque je l'avais guérie avec plein d'efforts, sauf que j'arrive pas à maintenir ce truc parce que ça remonte, ces putains de bactéries de mes couilles, elles remontent et elles me recréent des problèmes. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là, je suis fatiguée de tout ça, je suis exténuée de cette bataille avec les micro-organismes en fait, c'est ça, c'est vraiment une bataille avec les micro-organismes, avec l'invisible. Et en fait pour moi cette maladie, ce qu'elle m'a appris au fil du temps, c'est que c'est honteux à quel point on connaît mal notre corps, c'est honteux à quel point on se repose sur les médecins comme s'ils avaient tout le pouvoir du monde et comme si c'était... Faut pas prendre les médecins comme une putain d'autorité. Je les ai trop pris comme ça pendant des années et j'ai commencé à guérir le jour où j'ai cru en ma capacité de guérison, c'est-à-dire ma capacité de comprendre les processus de guérison, et j'ai été vers une guérison plus intuitive. Je me suis fait confiance et c'est ultra important de se faire confiance et de déconstruire cette autorité des médecins qui en fait ils peuvent pas tout savoir, et surtout sur des pathologies aussi précises, ils savent pas grand chose, ils se tiennent pas forcément au courant de la recherche déjà. Voilà. Donc ça a été un des premiers trucs. Et un deuxième truc, en fait, c'est que j'ai découvert ce monde des micro-organismes. Moi, avant, je savais pas que, en fait, les bactéries, les champignons, tous ces micro-organismes, c'est ultra important juste dans le cycle de la vie. C'est important pour la terre, c'est tellement important pour la terre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des sols morts. Quand on a des sols morts, ça fait pousser des légumes qui sont pas remplis de bonnes bactéries et de probiotiques. Et quand on ne s'alimente pas avec des bonnes bactéries, le cycle est cassé. Et nous on fait tout à l'envers, on prend des antibiotiques qui niquent la flore bactérienne, on vit dans des environnements aseptisés, lorsqu'en fait il faut vraiment considérer les bactéries pas seulement comme des pathogènes mais comme des alliés. Sauf que le problème c'est que quand on fait le ménage des bactéries, les bactéries pathogènes justement prennent le dessus sur les bonnes bactéries, et c'est là qu'on se retrouve avec une dysbiose, avec un monde qui fonctionne pas. Et moi tout ce monde des micro-organismes, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Ça m'a fait réfléchir à l'importance de la nature, à l'importance de l'agriculture, à l'importance du tout, de l'univers. En fait, ça a été... Maintenant, ma pensée, elle va bien au-delà de juste mon intestin. Ça m'a reconnecté à énormément de choses. Et ça m'a reconnecté au fait qu'il faut avoir du respect pour l'univers, du respect pour tout en
fait, parce que si on break le cycle, et ben nous-mêmes on se retrouve en fait dans des situations de mauvaise santé qui sont liées à l'environnement. Et pour moi, ce que j'ai, c'est un problème environnemental qui se retrouve en moi, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, c'est un peu ça l'idée. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on comprend pas encore ultra bien le rôle des bactéries et des micro-organismes. On en est encore au début. Il y a des chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs dans ce domaine, etc. Mais on est juste en train de comprendre le fonctionnement des bactéries et nos liens avec elles, le lien avec la nature, et comment, en fait, tout ce grand cycle fonctionne, et comment, en fait, on doit considérer ces bactéries à tous les niveaux de la vie, que ce soit la santé, l'agriculture, patati patata. Voilou, je voulais faire une vidéo, elle est un peu trop longue, mais voilà, je voulais parler de ce cas du SIBO qui est très peu connu en France et qui, je pense, mérite beaucoup plus de visibilité, parce que même si vous n'avez pas autant de ballonnement et de constipation que moi j'en ai, j'entends énormément de gens qui ont juste des petits désagréments du ventre et qui ont quand même des ballonnements après les repas, etc. Et qui pensent que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. En fait, le corps humain est bien fait à la base et on doit pouvoir vivre sans ça. Si vous avez ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que votre alimentation va pas, que vous avez sans doute créé une dysbiose bactérienne, que vous mangez peut-être trop de sucre, peut-être que vous mangez trop avec des additifs dégueulasses, parce que je vous assure que tout ce qu'il y a dans le monde... tout ce qui se fait dans le monde de l'agroalimentaire, c'est très très sale, donc il ne faut pas trop s'étonner non plus de toutes les merdes qu'on peut avoir digestivement parlant. Mais il y a des solutions, et se faire diagnostiquer par le SIBO, c'en est une quand on a une colopathie fonctionnelle. C'est-à-dire que une colopathie fonctionnelle, c'est juste un grand fourre-tout et c'est pas la cause. Il faut remonter à la cause. Il faut aller plus loin que le symptôme à traiter. Et aujourd'hui, on est dans un monde où la médecine ne traite que les symptômes et ne remonte pas à la cause. Et je pense que ce travail-là, on peut que le faire tout seul, soi-même, ou le faire à travers des communautés qui ont décidé de juste pas accepter les tampons qu'on met sur la gueule. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que moi je vais continuer à chercher. J'ai d'autres pistes. J'ai par exemple le syndrome d'Epstein-Barr, qui est le syndrome, qui est la mononucléose, qui est un virus. Et ben, pourrait causer par exemple cette gastroparésie. C'est une des théories. En fait, vraiment, ma façon de fonctionner maintenant, c'est que je fonctionne par théorie. Je me dis, ah, ça pourrait être ça, et ça pourrait être ça, et ça pourrait être ça. Et je creuse, et je creuse, et je creuse. Et puis, je refais des parallèles entre les choses, etc. Ça me prend un temps fou. Je vais pas vous dire le contraire, c'est un job à mi-temps, entre guillemets, de vouloir se soigner d'un truc qui est pas, voilà, où il n'y a pas une cartographie exacte, et vous faites ça, et vous prenez tel médicament, et puis vous en sortez dans 3 semaines. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura peut-être aidé d'autres gens. Et même si des fois je perds totalement espoir et je craque et je suis à moitié en dépression et tout, et c'est un chemin. C'est un chemin dur, et puis on se demande mais pourquoi ça me tombe sur ma gueule, mais voilà, j'ai pas trop de réponse. Bon bah salut, hein. Puis vive les bactéries.